Je vais appeler notre deuxième expert, Monsieur Rémi Bourguignon. Donc je vous rappelle, vous avez 12 minutes et au bout de 10 minutes, je vous ferai signe. Très bien. Monsieur, voulez-vous décliner vos noms, prénoms? Et puis, je vous jurerai de dire la vérité, rien que la vérité, mais toute la vérité. Et vous levez la main droite et vous dites « je jure ». Rémi Bourguignon, et je jure de dire toute la vérité. D'accord. Rien que la vérité. Monsieur Bourguignon, je pense que tous les gens qui regardent la télévision, ces derniers mois, en particulier au mois de décembre, vous ont tous vu à la télé. Il n'y avait pas eu une chaîne d'information qui ne vous interrogeait sur les raisons du marasme social. Hein, alors effectivement, là vous avez acquis une notoriété phénoménale. Je pense que vous pouvez en être fier, hein, n'est-ce pas? Vous êtes fier d'être bourguignon. D'être Il fallait que je la fasse. Monsieur Bourguignon, trêve de plaisanterie, que pensez-vous du dialogue social en France aujourd'hui? Alors, cette histoire de dialogue social, effectivement, anime l'actualité. On en parle beaucoup. Donc, cette séance a été introduite un peu comme ça, en disant est-ce que c'est encore utile? Est-ce qu'il a été mis en quarantaine? Alors, si on veut poser la question de l'utilité, spontanément, on répond oui, le dialogue social est utile. Parce que si on n'a pas le dialogue social, c'est quoi? Eh ben, on aura le marché. Et ça ne marche pas très bien, le marché, quand on est dans une entreprise, qu'on sait comment ça fonctionne, qu'on sait qu'on a besoin de fonder la relation entre salariés et employeurs sur des règles solides, sur des compromis sociaux. On sait que le marché, ça ne marche pas très bien. Mais l'autre option, c'est l'État. Et l'État, c'est un droit du travail qui vient essayer de tout dire. Et ça ne marche pas très bien non plus. Et en France, on est bien placé pour le savoir, puisqu'on a quand même plutôt privilégié cette option de l'État sur le marché depuis très longtemps. Donc, évidemment, il faut trouver d'autres moyens de fonder les règles, et ces autres moyens, eh bien, c'est de discuter, d'avoir de la discussion directement entre employeurs et salariés. Et puis, et ça rejoint peut-être cette histoire de vision un peu philosophique, il ne faut pas oublier que le dialogue social, c'est une des dimensions, c'est une des déclinaisons d'un projet qui est un projet extrêmement ambitieux et qui nous travaille depuis très longtemps, on compte en centaines d'années, qui est le processus de démocratisation d'un pays et le développement d'une démocratie sociale qui vient compléter la démocratie politique, ou en tout cas qui la rend possible, et qui donc est un processus historique dans lequel on est inscrit. Alors, si on le dit comme ça, évidemment, on est assez vite d'accord sur le fait que le dialogue social restera utile. Mais ça ne suffit pas, et ça ne nous aide pas à comprendre la crise dans laquelle on est actuellement, parce qu'en fait, on a oublié de définir ce qu'était ce dialogue social et de se dire ce que c'est. Et on prend très souvent des définitions assez vagues du dialogue social. Alors, c'est l'Organisation internationale du travail, par exemple, qui a donné une définition sur laquelle on s'appuie très souvent et qui dit c'est l'ensemble des procédures d'information, de consultation, de négociation entre les employeurs, les États, les représentants du personnel pour établir des règles. Bon. Si on dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'on a dit, en fait, c'est les relations entre représentants des travailleurs, représentants des États et représentants des employeurs. En réalité, le dialogue social est une notion assez récente. Donc parfois, on la présente comme quelque chose de daté, qui serait de l'ancien monde, qui n'aurait plus d'avenir. En fait, c'est assez faux, puisque si on replace dans le temps long, c'est une notion toute jeune, qui est apparue timidement dans les années 80 et qui s'est vraiment développée à partir des années 2000, et qui est porteuse d'une certaine conception des relations qui doivent se nouer entre ces différents acteurs, et qui est plutôt une conception coopérative qui vient à rebours de celle qui a été très présente dans certains pays d'Europe, et en France tout particulièrement, qui est une vision plus hostile, plus de confrontation entre ces représentants des travailleurs, ces États. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a eu très longtemps un syndicalisme révolutionnaire qui était la réponse à un État extrêmement autoritaire et un patronat qui refusait de reconnaître des représentants du personnel. Donc c'est sur cette conception coopérative qu'il faudrait revenir pour se dire mais qu'est-ce qu'elle est concrètement et comment elle fonctionne.
parce qu'on a souvent tendance à la confondre, et c'est l'erreur majeure qu'on fait, avec une conception harmonieuse de l'organisation, qui serait débarrassée des conflits d'intérêts. Finalement, on irait tous un peu dans le même sens. On disait tout à l'heure, le dialogue social, c'est bien parce que c'est bon pour la performance des entreprises. Alors là, on dessine comme ça quelque chose. Finalement, le dialogue social, ça permet de bien répondre aux enjeux des travailleurs et en même temps, ça fait la performance économique. Donc, tout le monde est content et on aurait un système dans lequel tout converge. Eh bien, c'est pas vrai. Le dialogue social n'efface pas les divergences d'intérêts qui sont celles entre les employeurs. On va perdre le micro, entre les employeurs et les représentants des salariés. Et donc, il faut revenir un peu sur le temps long, sur la manière dont ça s'est construit. Et au fond, la représentation syndicale, d'une manière générale, puisqu'on est passé par la reconnaissance du syndicalisme avant la reconnaissance du dialogue social, est fondée sur la reconnaissance d'une opposition un peu fondamentale entre le capital et le travail. C'est comme ça que ça s'est construit. C'est l'opposition capital-travail qui existe sur le marché du travail, donc il faut bien réguler ce marché, et qui existe aussi dans un certain nombre de conceptions politiques, notamment marxistes, qui consistaient à dire finalement le capitalisme est un système de domination auquel on va répondre, soit par la lutte des classes pour les uns, soit par des formes de régulation pour les autres. Et si on rappelle ça, on commence à comprendre déjà une difficulté qui se pose, et peut-être ce que vous disiez en introduction sur l'idée qu'en ce moment, ça va globalement pas fort quand même. Quand on regarde au niveau national, effectivement, si j'ai pu être sollicité pas mal, c'était plutôt pour essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas bien et pourquoi on a des relations aussi hostiles entre l'État et les organisations syndicales. Eh bien, déjà, on reconnaît qu'au niveau national, il y a un problème pour fonder la légitimité de ce dialogue social qui nous traverse en permanence, c'est que l'État n'est pas nécessairement le représentant du grand capital. Et que donc le dialogue social prétend venir compléter des instances politiques qui sont dotées d'une légitimité démocratique. Et donc on voit en permanence cette opposition entre une légitimité qui serait issue du monde politique et une légitimité qui serait issue du monde social. Et alors là, on l'a vu extrêmement fortement, puisqu'on voit un gouvernement qui se prévaut de sa légitimité électorale pour dire « je n'ai pas à travailler avec des organisations syndicales ou à les intégrer dans le processus de négociation ». Alors que dans l'entreprise, plus naturellement, évidemment, il y a un espace pour ce dialogue social, puisque l'opposition capital-travail est presque évidente, elle est consubstantielle à l'entreprise, avec un capital et un travail qui doivent apprendre à fonctionner. Si bien qu'on observe quand même des choses très très différentes en termes de dynamique entre ce que l'on peut voir au niveau national et qui ne donne pas l'image d'un dialogue très fluide, qui produit de la règle et qui permet de réformer, et ce qui se passe dans les entreprises avec un développement assez significatif du dialogue social. Donc là, on pourrait essayer d'analyser en prenant des cas d'entreprises dans lesquels le dialogue social se passe plutôt bien, et essayer de voir quelles sont les caractéristiques de ce dialogue social. Et on voit que c'est un processus qui s'inscrit dans le long terme. On ne décrète pas le dialogue social, il se met en place sur le long terme par un espèce de processus un peu d'exploration que vont emprunter les acteurs eux-mêmes, donc souvent les directions des ressources humaines qui sont représentants de l'employeur dans ces instances, et puis les organisations syndicales qui vont représenter plutôt les salariés. Et on observe généralement des processus. Alors on peut dire qu'il y a 3 grands temps dans l'instauration d'un dialogue social. Le premier temps, c'est quand déjà on reconnaît le principe. On se dit, bah oui, il est normal qu'on discute et qu'on se mette d'accord sur les règles. Bon, reconnaître les principes, c'est très bien et c'est extrêmement important. C'est le point de départ. Il y a un peu cette question philosophique. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que le décider ensemble, c'est mieux que ce soit décidé par un patronat tout seul dans son coin? Mais ça ne suffit pas à faire du dialogue social, évidemment. On se rend compte très vite que pour que ce dialogue social devienne effectif, eh bien, il faut commencer à le doter d'institutions et de donner du pouvoir à ces institutions. Donc on vient très vite sur la question de la répartition du pouvoir dans les organisations et de l'organisation finalement de ce dialogue social à travers des instances. Donc on connaît bien les instances d'information, consultation, et puis on a des débats réguliers. On fait souvent des références au modèle allemand, la codétermination, qui est un autre mode d'organisation des pouvoirs dans l'organisation. Mais donc ça, c'est un peu la deuxième étape, c'est donner du pouvoir à ces instances chargées de réguler. Et là, on se rend compte que
c'est pas encore suffisant pour qu'il y ait du dialogue social. Et les entreprises dans lesquelles les acteurs DRH et syndicats ont réussi à aller au-delà et à donner un peu corps à ce dialogue social, c'est quand on a su mettre les organisations syndicales dans la position de jouer un rôle presque opérationnel aux côtés des directions des ressources humaines pour porter des enjeux qu'ils ont en commun, puisque le point difficile sur un certain nombre de sujets, c'est pas toujours de s'entendre sur le contenu, c'est plutôt derrière d'aller le mettre en œuvre. Et on peut voir une certaine dynamique dans les entreprises, c'est le fait que finalement le dialogue social, et c'est pour ça qu'il est difficilement lisible et difficilement compréhensible, ne se résume pas à une simple opposition entre l'employeur et les salariés, et il s'inscrit dans toute une complexité organisationnelle, avec des directions des ressources humaines qui sont elles-mêmes en général, et je crois que beaucoup de gens ici sont bien placés pour le savoir, en position de faiblesse dans les organisations. Ce n'est pas l'acteur fort dans un certain nombre d'organisations, et donc il faut parfois arriver à trouver des alliés. Alors c'est parfois dans les relations entre le siège et les filiales. On sait que les managers locaux n'aiment pas bien mettre en œuvre les politiques décidées par le groupe, mais c'est également arriver à promouvoir certaines idées qualifiées habituellement de progressistes, mais par rapport à d'autres fonctions. Pour le DRH, il faut aller discuter avec les opérationnels, avec la direction financière, etc. Et finalement, dans cette configuration-là, il peut apparaître qu'il y a un espace pour des compromis ou des alliances qui peuvent paraître a priori contre nature si on reste dans l'idée d'une simple opposition capital-travail entre des managers au niveau central et des représentants du personnel pour mettre en œuvre des politiques sociales. Et ça, c'est peu lisible de l'extérieur, puisque ça donne parfois le sentiment d'organisations syndicales qui se sont fait absorber par les logiques managériales et qui, du coup, ne jouent plus leur rôle de contre-pouvoir. Et donc, par effet de réaction, évidemment, il peut y avoir la tentation de s'organiser en dehors des organisations syndicales. Ça, c'est un petit peu aussi ce qu'on a entendu avec cet effet gilet jaune dont on parlait tout à l'heure. Les syndicats seraient finalement totalement associés à l'élite dirigeante, et ça, c'est vu au niveau de l'État, et c'est vu aussi dans les entreprises où on peut entendre des salariés dire « mais les syndicats, finalement, sont partie prenante de la direction de l'entreprise, ne sont plus un contre-pouvoir ». Monsieur Bourguignon, il vous reste 1 minute. 1 minute. Et donc, pour conclure sur cette idée que ce qui rend peut-être difficile à comprendre le dialogue social et à lire pour ceux qui n'y sont pas inscrits, c'est que ce dialogue social, c'est finalement beaucoup une affaire de gens qui ont fait des alliances aujourd'hui dans l'entreprise un peu contre nature pour faire avancer un certain nombre de sujets sociaux, mais qui ne peuvent pas bien souvent être explicités parce que très vite, eh bien, ça apparaîtrait comme illégitime. Mais ça n'empêche pas le dialogue social de se développer dans l'entreprise. Donc fondamentalement, il faut distinguer quand même les dynamiques qui sont celles de l'entreprise des dynamiques qu'on peut observer au niveau de l'État, avec ce risque, évidemment, qui accompagne le dialogue social, c'est que celui-ci soit appelé dans les années qui viennent à être rétréci, concentré sur le seul niveau de l'entreprise, en oubliant toutes les logiques de solidarité qui existent à la fois dans les secteurs d'activité, ce qu'on appelle les branches, ou au niveau plus général, donc ce qu'on appelle l'interprofessionnel ou au niveau national. Merci. Merci, M. Bourguignon. Maître Bouvard. Oui, est-ce qu'il y a, dans votre expérience, des tailles critiques d'entreprises pour lesquelles le dialogue social est soit beaucoup plus facile et facilité et aisé, ou au contraire, beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe? Est-ce que la question de la taille n'est pas un critère déterminant? Si, assurément, on voit des différences très importantes suivant les tailles d'entreprise. Alors, d'une part, parce que là aussi, on a compris que faire du dialogue social, ça suppose de donner du temps. Et ce temps, il est coûteux. Et donc là, je ne sais pas si on a le temps de développer ici sur le coût du dialogue social, mais il est considérable. Ça ne m'étonne pas. Ça, c'est du dialogue. Ce coût est considérable en réalité, et donc il faut une certaine taille critique pour pouvoir l'absorber. Donc les grandes entreprises peuvent y investir, peuvent avoir des départements spécialisés sur les relations sociales avec des gens qui sont formés, dont c'est le métier, ce qui n'est pas le cas dans les plus petites entreprises, où habituellement c'est un RH un peu touche-à-tout qui doit aussi se mêler de ces questions de relations sociales. Merci. Monsieur Bourguignon, merci beaucoup. Merci à vous.